Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Coupure d'électricité, les populations expriment leur ras-le-bol. Énergie du Mali rassure que des dispositions sont prises pour faire face à la situation. Le Grand Dialogue pose le débat sur la question: comment expliquer ces coupures d'électricité dans le pays? Pourquoi la situation persiste-t-elle depuis des années? Quelles alternatives? Nos invités sur le plateau: Makan Fofana de l'Association des consommateurs du Mali, Bagui Diarra, expert en énergie renouvelable et efficacité énergétique, et Modibo Maou Makalou, économiste. Je rappelle que nous avons invité le ministère en charge de l'énergie ainsi que EDM du Mali, mais nos tentatives sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Délestage au Mali, nous allons d'abord suivre ce reportage de Fatih Attara qui nous donne un point de vue du directeur de EDM et également de certains habitants de Bamako. Le directeur de l'EDM reconnaît la récurrence des coupures de l'électricité au Mali. Toutefois, il précise que ce problème est dû à la forte demande de l'électricité en cette période caniculaire. Selon lui, des dispositions seraient en cours pour mettre fin à la souffrance des usagers. Ibrahim Keita est le directeur général de l'EDM SA. Avec le niveau de délestage que nous avons vu, nous avons dû prendre des mesures très drastiques. Nous avons décidé d'affréter un avion pour aller chercher des experts qui sont positionnés Dakar, et au moment où je vous parle, des démarches sont en cours pour que ces experts puissent venir assurer la maintenance de ces groupes. Ces explications ne nous rassurent plus. Chaque année, c'est les mêmes discours qu'on nous tient, martèlent certains usagers qui déplorent des dégâts matériels. On n'arrive pas à dormir, nos enfants souffrent, c'est un cri de guerre. La coupure intempestive, ça nous rend la vie très très difficile, surtout avec la chaleur. Nous les tailleurs, ces coupures nous causent trop de soucis parce que certaines de nos machines à coudre ne marchent qu'à l'aide de l'électricité. En plus, beaucoup de mes machines ont été endommagées par ce délestage. Avec la coupure d'hier, ma famille et mes clients souffraient à l'heure de la rupture. Il n'y avait pas d'eau glacée car à cause de la coupure d'électricité, on n'a pas pu brancher le frigo. Pour rappel, plusieurs vagues de contestations ont eu lieu à travers le pays cette semaine. Les manifestants dénoncent les coupures intempestives de l'électricité à un moment où un couvre-feu est en vigueur selon eux. Makan Fofana, vous êtes membre de l'Association des consommateurs du Mali. Aujourd'hui, quel est le point de vue des consommateurs par rapport à ces coupures d'électricité? Le point de vue des consommateurs, je crois que ce n'est même pas la peine qu'on en parle, parce que ça sort tellement à l'œil depuis une vingtaine d'années. Ce sont les mêmes coupures qui sont là et de manière récurrente, malgré tout ce que les usagers ont pu dire, malgré tout ce que les autorités ont pu nous promettre, on revient toujours au même point de départ. Donc ça frôle maintenant même le mépris. Bagui Diarra, vous êtes expert. Pourquoi on revient toujours à la même situation? C'est ce que M. Fofana vient de soulever tout de suite. Pourquoi toujours cette même situation? Oui, merci. Et avant de répondre directement à cette question, je voudrais simplement dire que oui, le ras-le-bol exprimé par la population, c'est vraiment légitime et cela est bien compréhensible. Et quant à la réaction, par exemple, du DG de EDM par rapport à la recherche de l'expertise extérieure qui doit venir pour vraiment, en termes de mesures drastiques, apporter des solutions au niveau de la desserte. Je pense que son intervention mérite qu'il y ait davantage d'explications parce que quelque part... On va y revenir tout à l'heure. Oui, je ne vais pas... L'explication à cette persévérance... Je vais y arriver tout à l'heure. Il était bon en fait de mettre ces deux points-là en face, l'intervention du DG et puis les populations. Mais pourquoi cela chaque année? A priori, on pourrait parler donc de problèmes de planification en fait, parce que quand on rencontre un problème le même, même si l'envergure change, mais dans sa nature, le même année après année et des décennies durant, c'est qu'il y a véritablement un problème de planification, mais qui derrière aussi peut avoir d'autres liens. Et si nous avons l'occasion, on va effectivement peut-être en parler.
Alors, ces coupures, est-ce que ça signifie que le Mali n'a pas les moyens financiers nécessaires pour fournir de l'électricité à tous les Maliens aujourd'hui, docteur Modibo Mahamadou? Bon, merci beaucoup, M. Touré. En réalité, nous avons affaire à un problème structurel. Ce dont le directeur de l'énergie du Mali a parlé, c'est comment résoudre de manière conjoncturelle un problème, c'est-à-dire la période de grande chaleur, ces 3 mois à venir. Mais ce n'est pas ça la problématique seule. En réalité, quand vous avez entendu les populations, l'offre et l'accès à l'énergie est une composante sine qua non de l'amélioration des vies des populations. Parce que non seulement elle joue sur tous les pans de l'activité tout court de la population, que ce soit la santé, l'éducation, les transports, la communication, l'emploi, et surtout les petits emplois, les emplois informels, le boutiquier du coin, le réparateur du coin, le tailleur. Quand il n'y a pas d'accès, quand il y a délestage, tous ces gens-là ont des manques à gagner. Donc ça impacte vraiment le niveau de vie des populations. Et c'est pour cela qu'il faut y remédier, mais il faut y remédier à moyen et à long terme en résolvant les problèmes de base, c'est-à-dire les problèmes structurels, l'inadéquation entre l'offre et la demande d'énergie. Pourquoi notre pays, chaque année, en cette période, il y a des délestages? Parce qu'on ne produit pas assez et que la consommation est plus grande que la production. Donc ce problème structurel, il va falloir le résoudre. D'accord. Monsieur le directeur, dans son intervention, a estimé que ces coupures, une des raisons, c'est la forte demande. Est-ce que cette explication est convaincante pour vous, Fofana? Non, ce n'est pas vrai. Je dirais même que ce n'est pas vrai. Il a menti. Parce que ce n'est pas une première fois, ce n'est pas une deuxième fois. On a fait ensemble un plan d'urgence pour 5 ans et l'EDM était sur... Ensemble, qui et qui? Tous les acteurs, l'EDM, l'UNTM, les consommateurs, l'État, tout le monde. Et l'État s'est engagé même à financer ça. Donc déjà, là où nous sommes, saurait trouver qu'il n'y a plus de problème. Ça, c'était en quelle année? Déjà, il y a plus de 5 ans. Donc, pour parler d'offres et de demandes, c'est comme si le problème se pose aujourd'hui. Mais un problème qui est là depuis 20 ans, et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, ça veut dire que non, tout ce qu'on dit, c'est pas ça. Seulement, c'est parce qu'il n'en faut pas leur problème. C'est tout. C'est tout. Sinon, tout ce qu'il a donné comme explication là, non, ça ne tient pas debout. Donc vous pensez qu'il y a une négligence? Une négligence. Tant qu'on n'investit pas là, tant qu'on n'investit pas pour l'EDM, il y a un pays voisin, je ne citerai pas de nom, qui faisait une semaine, il n'avait pas d'électricité. Aujourd'hui, on se prépare à aller acheter de l'électricité avec eux. Seulement, ils ont été sérieux. Ils ont mis la main dans la poche. Ils ont voulu investir. C'est tout. La situation est négligée selon M. Fofana. Partagez-vous cet avis, M. Diarra? Non, moi je ne dirais pas négligée, mais je dirais simplement que derrière, il y a une insuffisance d'engagement politique en fait, parce qu'il faut de la décision pour avancer. Et quand j'ai commencé, en fait, mon propos, je disais qu'il y avait un problème de planification. Et j'ai entendu tout de suite monsieur intervenir. Et oui, on va expliquer que l'augmentation de la demande, qu'aujourd'hui, l'offre n'égale pas la demande est une réalité. Mais quand l'offre n'égale pas la demande une année X, et on s'assoit et on essaie de prévoir pour faire en sorte que nous puissions être en mesure de suivre en fait notre demande avec notre offre afin que les deux se rencontrent pour le développement du pays. Et cela, c'est la base en fait de la planification là où il y a problème. Il parle d'investissement, mais ces investissements, depuis combien d'années on en parle, ne viennent pas. Comment les mobiliser? En fait, c'est les décideurs en fait, en premier lieu qui doivent pouvoir le faire. Mais l'insuffisance d'investissement n'est pas, à mon avis, ça pose la problématique, mais il y a des solutions ailleurs. Et je m'empresse déjà pour dire, qu'est-ce que nous faisons en fait de la gestion de l'énergie? Je vous explique. Vous avez de l'offre ici qui doit rencontrer régulièrement une demande qui est en train de croître.
Lorsque vous n'avez pas en fait les investissements nécessaires en temps réel pour faire en sorte que cette offre puisse suivre dans la proportion de l'évolution de la demande, mais vous faites en sorte en ce moment que cette demande qui est là, comment vous pouvez mieux la gérer et réduire le gaspillage pour que, en fait, vous faites le scénario inverse pour que vous reveniez, en fait, si vous voulez, au niveau de l'offre que vous avez. Mais aussi bien au niveau de l'EDM qu'au niveau de l'État. Dans le Mali, globalement, vous voyez quelle action d'envergure, vous voyez quel engagement politique allant dans le sens, en fait, de rationaliser nos ressources et en termes, c'est-à-dire sur toute la chaîne énergétique, toute la chaîne de valeur donc, de l'énergie. C'est là où il y a problème. Donc d'un côté, il y a problème d'investissement, on planifie, mais s'il n'y a pas d'investissement, ça devient fort clos. Mais de l'autre côté, nous devons pouvoir agir avec des actions vigoureuses pour faire en sorte qu'on puisse, dans une économie circulaire, en fait, réduire tout ce qui est gaspillage et faire en sorte que nous puissions avoir une consommation sobre qui renforce notre processus de développement. Mais c'est cela qui est en manque. Et donc, en gros, il y a derrière toute la problématique, en fait, un engagement, moi je dirais, biaisé, en fait, des hautes autorités pour ce qui est de cette situation. Et on attend chaque année, quand on est à la pointe, parce que la pointe est connue, la période est connue. Et c'est-à-dire qu'on connaît aussi l'état des infrastructures, que ce soit de production, que ce soit de distribution, et comment étendre les réseaux, et tout ceci est déjà connu. Il y a énormément en fait, de personnes ressources au niveau des EDM et même au niveau du département qui ont conscience de cela. Mais pourquoi la décision ne vient pas? Pourquoi ce problème d'investissement? Écoutez, moi je pense que le problème au niveau d'EDM, ce n'est pas la qualité des ressources humaines. Ils ont un département de planification, ils ont de très bons cadres, parmi les meilleurs de la sous-région. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de gestion. Vous savez, il y a plusieurs structures au niveau d'EDM. Je pense qu'il y a un problème de gouvernance même de l'entreprise. Vous avez la direction générale de EDM. Vous avez le conseil d'administration. Vous avez le ministère de tutelle. Vous avez la commission de régulation de l'eau et de l'électricité. Et par ailleurs, il y a d'autres centres de décision politique aussi, où la décision politique se prend. Tout cela ne permet pas à EDM de remplir son rôle. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même responsabiliser la structure. Moi, je pense qu'il faut un contrat de performance avec une direction qui est mise en place avec obligation de résultat sur une période donnée. Cela va nous permettre d'avancer, mais j'ai l'impression que la manière de gérer d'EDM aujourd'hui ne peut pas leur permettre d'avoir des résultats. Pour plusieurs raisons, je peux expliquer aussi le fait que les coûts de production sont élevés. C'est-à-dire Énergie du Mali vend de l'électricité à perte, et sans compter la tranche sociale qui est subventionnée. C'est-à-dire que le prix auquel Énergie du Mali vend l'électricité aujourd'hui à vous et à moi ne lui permet pas de rentrer dans ses coûts. Et cela, il va falloir qu'il y ait plus d'efficacité, une meilleure allocation des ressources, et cela veut dire qu'il faut diminuer les coûts de production. Une de ces raisons concerne le nombre pléthorique de personnel. Si vous avez 10 personnes pour faire le même travail, évidemment, ça ne va pas augmenter la rentabilité de l'entreprise. Si vous avez votre mix énergétique qui est basé pour les 3/4 sur le thermique, vous allez dépendre non seulement de l'instabilité du prix des hydrocarbures, mais aussi de la qualité du carburant que vous allez acheter. Ça va impacter sur les infrastructures. Mais au-delà de tout ça, à mon avis, je pense que nous n'avons pas fait assez d'investissements au niveau du secteur électrique. En 2002, le taux d'électrification du Mali était d'environ 8%. Aujourd'hui, nous sommes à environ 35-40%. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la desserte est essentiellement au niveau des villes, des zones citadines, des zones urbaines, et alors que 3/4 de la population vivent dans les zones rurales. Donc ça ne vous permet pas d'avoir des économies d'échelle parce que les investissements sont très lourds, très très lourds en électricité. Imaginez-vous qu'en Afrique, les besoins d'investissement dans le secteur de l'électricité pour toute l'Afrique est de 120 milliards de dollars chaque année. Et uniquement 60 milliards sont alloués uniquement au réseau. Il est estimé par la Banque mondiale qu'il faut 7 gigawatts d'augmentation d'électricité chaque année dans toute l'Afrique, mais on n'obtient que des investissements pour 1 gigawatt. Donc environ 16% seulement des besoins exprimés sont comblés.
il va falloir augmenter la production, mais aussi baisser les coûts de production. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Diarra par rapport à cette question qui est le manque de volonté politique? Mais bien sûr, c'est la volonté politique. Quand je parle de la gouvernance, je ne parle que de la politique. On a un de nos pays voisins ici, quelqu'un que je connais bien, qui était quand même un proche du chef de l'État, qui a été nommé à la tête de la société d'électricité. Pendant 5 ans, il a doublé la production d'électricité, alors qu'il faisait face à des délestages. On lui a donné carte blanche, on lui a donné les moyens de gérer et on lui a donné un contrat de performance. Et au bout de 2012 à 2017, il a doublé carrément la production d'électricité de ce pays. Mais au Mali, nous avons des gens capables de faire ce travail, y compris à EDM et au ministère de l'Énergie et à la CRE. Si on a des gens capables de faire ce travail, M. Diarra, pourquoi le directeur de l'énergie a parlé dans son intervention d'aller chercher des experts au Sénégal? Est-ce que ces experts ne sont pas au Mali? Et c'est pour ça que j'ai dit que son intervention méritait peut-être qu'il y ait davantage d'efforts, parce qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent être dedans. Peut-être que les experts ne sont pas sénégalais, mais vont passer par le Sénégal, ou peut-être que c'est une firme qui est délocalisée en fait au Sénégal, et donc avec son équipement ici. Je ne sais pas quelles sont les clauses contractuelles donc, Même s'ils ne sont pas sénégalais, pourquoi chercher des experts d'autres nationalités? C'est ce que je suis en train d'expliquer, parce que tout dépend de l'ouvrage qui est en place. Et les conditions dans lesquelles vous avez cet ouvrage. Vous avez un ouvrage en fait de production, à supposer que ce soit un groupe électroélectrique ou bien un groupe de production. Vous avez acquis ce groupe de production suivant des clauses bien définies. Et dans ces clauses-là, avec le fournisseur, est-ce que vous avez mis les pièces de réchange à disposition? Est-ce que, normalement, vos experts, au moment de la réception de l'équipement à l'usine, avant même que ça ne vienne ici, est-ce que vos techniciens locaux ou vos cadres sont partis pour faire cette réception et faire des formations appropriées et que vous constituez après en fait, tout ce qui est en fait, stock de pièces de réchange? Donc, vous avez en ce moment les capacités pour intervenir avec les pièces et la formation que vous aurez. Est-ce que c'est là où ça a fait défaut? Moi, je ne connais pas les clauses contractuelles. Mais c'est pour cela que j'ai dit qu'il méritait qu'il y ait un peu plus d'explications pour qu'on comprenne à quoi servent effectivement ces experts-là dans ce cas précis. Sinon, il y a énormément de compétences, on le sait aussi bien dans le secteur privé que dans le public par rapport en fait, au groupe de production. Mais donc, comme je ne connais pas le détail en fait, de ce qui entoure la recherche de ces experts-là, c'est pour ça que j'ai dit que lui-même, il devait pouvoir, parce qu'il a prêté à confusion en faisant ça, et je peux même dire qu'il y a eu une grande frustration à partir de cette expression-là, qui n'a pas été détaillée et qu'on n'a pas compris dans les fonds. Mais n'est-elle pas justifiée, cette frustration? Mais elle est justifiée. Moi, j'ai dit, tant que les populations n'ont pas accès en fait, à l'électricité ou à l'énergie plus globalement pour soutenir leur quotidien, mais elles ont raison de l'exprimer. Et c'est tout à fait légitime. Parce qu'il est du rôle de l'État, avec tous ses partenaires, y compris EDM, d'arriver effectivement à satisfaire cela. Tant que ce n'est pas le cas, les populations sont dans leur droit de réclamer que cela soit. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on puisse circonscrire un peu en fait, la problématique. Moi, je ne suis pas en train de parler, en fait, si vous voulez, de l'état de santé de fonctionnement de l'EDM. Je ne suis pas en train de parler en fait, de ce que l'EDM peut faire en termes d'organisation ou en termes de capacité pour faire fonctionner en fait, sa structure. Ce sur quoi je suis en train de mettre le doigt. On a dit les investissements, c'est connu pour tout le monde qu'il faut des investissements. Mais des investissements dans quoi? Est-ce que vous allez continuer de mettre en fait, dans le fuel, en fait, dans les thermiques? Ou est-ce que vous allez faire la promotion en fait, de tout ce qui est énergie renouvelable? Justement, et on va parler de l'énergie renouvelable exactement. Tout à l'heure. En attendant, Monsieur Makan Fofana, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez qu'on aille chercher des experts dans d'autres pays au-delà du Mali? Non, je ne comprendrai jamais ça. Mais dans le cas de l'EDM, ça se comprend très bien. Et même dans le cas du Mali. Pourquoi ça se comprend? Parce que c'est les modalités d'octroi des marchés. Ça se comprend. On n'a pas besoin de penser de midi à 14 heures pour ça. Quand tu octroies un marché, ce qui est sûr et certain à un étranger, lui, il a le choix. Il prend des ingénieurs de son pays qui vont faire les formations. Donc, le jour où le problème va se poser, bien sûr, tu vas les attendre. Sinon, l'EDM a plein d'ingénieurs. Donc, vous voulez dire qu'il y a un problème de corruption? Corruption. C'est pourquoi, depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons demandé à ce que l'on commence le problème de l'EDM d'abord par auditer même l'EDM. C'est ça. Avant tout investissement, qu'on essaie de voir clair même dans ce qui se passe à l'EDM. C'est ça le problème.
Mais ils ont promis, ils ont menti à tel point que eux, ils ne peuvent même plus rencontrer les consommateurs. Sinon, chaque année, à des moments comme ça, ils nous rencontrent, ils donnent un programme et qu'on diffuse même à leur terme. Mais quand tu mens, ils sont maintenant coincés. C'est pourquoi ils sont même maintenant en train de mentir à tout le Mali. Tout le Mali sait que le Mali n'a pas besoin d'experts dans notre pays, et surtout en matière d'énergie. Combien d'années il y a l'ENI qui est là? Combien d'années? Combien d'ingénieurs de la sous-région ont été formés au Mali? C'est ça. Makalou, est-ce que vous comprenez qu'on aille chercher des experts ailleurs? Je n'ai pas compris pourquoi on dit les experts pour les groupes électrogènes. Si on avait dit les experts pour les barrages, parce que je sais que Sélengué, en tout cas, il y a eu un entretien récemment, dans Balengué aussi. Ça, je peux comprendre que les experts ne soient pas nationaux. Mais les experts pour les groupes électrogènes, à moins que, je suis putain, à moins que ce soit les groupes qui ont été loués à des compagnies basées au Sénégal. S'il y a des problèmes avec ces groupes qui comblent un peu le déficit, parce qu'il y a 3 sociétés qui fournissent des groupes électrogènes pour combler le déficit en cette période de grande chaleur, et je crois au moins 2 de ces sociétés sont basées au Sénégal. À moins que ce soit ce qu'ils voulaient dire, mais je n'en sais pas plus. Le directeur a également annoncé que des mesures drastiques vont être prises. Est-ce que réellement on peut s'attendre à ces mesures drastiques-là? Mais écoutez, je vous ai parlé de problèmes conjoncturels et de projets et de problèmes structurels. Les problèmes d'EDM sont connus depuis longtemps. On sait ce qu'il faut faire, mais le problème d'EDM, c'est que le réseau est vétus. EDM a un problème de manque d'entretien de son réseau. Parce que l'électricité, souvenez-vous, c'est la production, c'est le transport et c'est la distribution. Et ça coûte excessivement cher. Et les investissements, pour le moment, c'est le financement public et le financement des institutions financières internationales fournissent 90% des financements de l'électricité en Afrique. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir penser aux producteurs électriques indépendants, il va falloir penser au secteur privé, mais surtout, il va falloir trouver des ressources à bon coût. Mais comme M. Fofana l'a dit, et moi je l'avais suggéré à un moment donné quand il faisait leur plan stratégique, il faut un audit technique, comptable et financier d'EDM pour savoir ce qui est en train de se faire, quels sont les problèmes, diagnostiquer les problèmes et y trouver des solutions. Et cela ne peut se faire que dans la transparence. Quelle alternative aujourd'hui peut-on trouver au-delà pour faire face à ce problème de coupure d'électricité auquel nous faisons face au Mali? Oui, l'alternative, je pense que je l'avais un peu évoqué quand j'étais en train de dire qu'il fallait agir en fait au niveau donc de la consommation, si vous voulez, donc la demande, puisque les problèmes des ressources se posent pour accroître les capacités donc de production ou même les capacités de transport, parce que tous ces deux aussi sont extrêmement importantes. Donc, j'ai dit, il faut qu'il y ait au niveau de la consommation vraiment je donne un exemple. Aujourd'hui, qu'on demande par exemple aux unités industrielles, tous ceux qui sont raccordés à EDM par exemple, et de faire en sorte que dans leur appel de puissance chez EDM, et qui trouvent les moyens, mais vraiment de retirer par exemple 10 kW. 10 kW seulement. Si vous êtes à 500 industriels comme ça, qui sont raccordés au réseau EDM, ça vous fait un équivalent de 5 MW. Vous voyez, une décision en moins d'une semaine ou en moins de 2 semaines, si c'est bien réfléchi avec les acteurs, vous avez ces 5 mégas là. Quand vous avez ces 5 mégas, deux options sont pour EDM. Soit EDM va les redistribuer, ça veut dire que l'EDM va toujours continuer effectivement de produire ces 5 mégas là, mais au lieu que ça aille pour les 500 industriels, une partie de ces 5 mégas là vont aller en fait pour des ménages ou pour des populations ordinaires. Une première option. Ou l'EDM va dire simplement je ne vais pas produire. Simplement pourquoi? Parce que j'utilise du fuel et le coût marginal à la production est extrêmement important. Et donc ce que je fais, je ne vais pas utiliser du fuel, mais plutôt mes centrales de base, qui peuvent être l'hydroélectricité, qui peuvent être les centrales solaires, qui en manquent déjà, mais je vais les mettre plus en avant pour suivre la demande. Ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin
d'attendre que, parce qu'ils réunissent les investissements pour que cela soit, ça va nous prendre au moins encore une année et tout ça. Et tous les pays ont ces problèmes. Les investissements dans l'énergie, ils sont colossaux, on le sait. Mais il faut des solutions alternatives qui accompagnent ça. Et dans ces solutions alternatives, moi, ce sur quoi je mets aujourd'hui les doigts, et ça, c'est vraiment la promotion de l'efficacité énergétique. Et en son sein, vous avez énormément d'autres actions qu'on peut engager. Un exemple que je donne au niveau de cette même EDEM, vous vous souvenez quand Simega était là, à un moment donné, il a juste fait un arrêté ministériel pour dire que les températures à l'intérieur des bureaux soient au maximum à 25 degrés. Et ça, c'était au niveau de la pointe. Vous savez, parce que quand vous rentrez dans nos bureaux, on est à 18 degrés, à 16 degrés, souvent à 17 degrés. Alors que chaque degré de moins vous fait une surconsommation d'au moins 30%. Et donc, vous voyez déjà que si, par exemple, une telle décision politique est là tout de suite, là, vous voyez un arrêté, qu'il soit ministériel ou bien qu'il y ait un décret même de la primature ou de la présidence, mais avec des acteurs, on s'assoit, on réfléchit parce qu'on est au niveau de la pointe. Les industriels et tout, et puis les gros consommateurs qui sont tout ce qui est moyenne tension, les banques, les hôpitaux et tout ça. C'est comme ça que dans les pays vraiment qui veulent satisfaire les populations, lorsqu'il y a une crise comme ça, on ne va pas chercher dans les solutions structurelles, on va chercher dans des solutions qui sont ponctuelles et tout de suite qui puissent nous permettre de soulager les populations. Et une fois que les populations sont soulagées, on ne reste pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est aussi une question de planification. Ça ne veut pas dire que les ressources de la planification ne sont pas là, les compétences et tout ça sont là, mais ce dans quoi vous êtes en train de planifier en accord avec les décideurs politiques, c'est ce qui fait la force de votre planification. Parce que c'est ce qui va vous permettre de constituer un ensemble qui mobilise les ressources pour aller soutenir votre investissement. Donc aujourd'hui, il faut soulager les populations. S'il faut soulager les populations, on s'assoit avec les gros consommateurs, parce que les gros consommateurs, une toute petite action à leur niveau peut permettre de soulager et EDEM et beaucoup de populations pour permettre, parce que c'est ça la notion de délaissage. La notion de délaissage, ce n'est ni plus ni moins le fait qu'on essaie simplement de mettre hors service soit un groupe d'appareils ou un groupe de clients, pour ne pas que en fait, l'offre soit tirée. C'est simplement ça. Et donc, moi, j'ai dit, ce sont des mesures comme ça, ponctuelles et très rapidement, auxquelles les acteurs, avec les consommateurs et tout, on doit s'asseoir. Et je vous dis, vous avez juste un plan de 3, 4, 5 grandes actions qu'on peut tout de suite engager. Et en un mois, la sensibilisation, de la communication et tout cela suivant, ça aide effectivement à soulager les populations. Mais juste 2 mois après, il faut s'asseoir pour essayer de planifier, donc à long terme et avec les moyens que vous avez. Je vais juste vous dire, pour m'arrêter là un peu, vous avez écouté sur les réseaux sociaux et tout ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est authentifié ou pas, mais l'intervention du président guinéen, et qui était en train de dire que, vous avez vu les Bamakois, peut-être qu'il n'a pas voulu donner le nom, mais c'est ça, que les Bamakois, à un moment donné, se sont moqués d'eux, mais maintenant, ça va de partout que les délaissages sont récurrents ici au Mali, et ils trouvent aussi l'occasion. Mais ça ne doit pas nous faire mal, si vous voulez, en termes d'ironie, non, mais ça doit plutôt nous faire mal en termes de capacité à prendre des décisions et à soulager nos populations. Qu'est-ce que ces coupures d'électricité constituent comme perte pour les consommateurs aujourd'hui? Non, ça, les dommages même, est-ce que nous pouvons même calculer ça? Non, on ne peut pas. Même le ras-le-bol des populations là, concernant le confinement, là, les 80%, c'est les coupures d'électricité. Couvre-feu, vous voulez dire? Oui. C'est les 80% du ras-le-bol là, c'est dû aux coupures d'électricité. Tu es confiné à l'intérieur, il fait très chaud. On coupe quand on veut et comme on veut. C'est pourquoi je dis que ça frôle le mépris. Parce que si ce n'est pas le mépris, ce serait ordonné et on allait prendre la peine de nous avertir de telle heure à telle heure, il y aura coupure chez vous. De telle heure à telle heure. Mais non. Maintenant, ils n'ont plus d'égard envers les consommateurs. Ils font ce qu'ils veulent. Les appareillages, si ça se grille là, c'est toujours l'énergie qui s'en sort parce qu'ils ont tous les garde-fous nécessaires pour que le consommateur pleure. C'est tout. Donc vous estimez aujourd'hui que le consommateur n'est pas respecté? Pas du tout. C'est pourquoi j'ai dit que ça frôle le mépris. Ils n'ont aucune considération envers le consommateur malien. Non. Aucune considération envers les consommateurs maliens parce qu'ils ne sont pas informés des heures de coupure. Est-ce que vous partagez cette analyse, bon, je pense quand même que la communication plaide à être amendée.
Et la communication, ce n'est pas très facile, parce que la communication, elle est d'abord stratégique, ce n'est pas une question de presse, c'est la stratégie de l'entreprise qui doit être communiquée. Donc il faut des communicateurs professionnels pour cela. Mais pour le manque à gagner, on estime qu'il faut entre 2 et 4 points de croissance au niveau du PIB quand il y a des délestages de cette envergure. Que ce soit les problèmes conjoncturels, que ce soit les problèmes structurels, c'est le nerf de la guerre qui est la solution. L'argent, les investissements coûtent cher. EDM a un problème de manque d'entretien. EDM a un problème d'insuffisance d'investissement. EDM a un problème de trésorerie et aussi de fraude sur le réseau, sans compter les pertes sur le réseau même, au niveau de la distribution. Parce que quand votre investissement, c'est-à-dire quand votre appareil, outil n'est pas quand même entretenu comme il faut, il y a beaucoup de pertes sur le réseau. Et donc, c'est produit, mais ça n'arrive pas chez le consommateur. Et c'est des pertes qui sont engendrées par la compagnie. En dehors de ça, que ce soit conjoncturel, si vous voulez soulager les populations, il faut leur fournir de l'énergie. Et c'est ce que EDM est en train de faire. Et c'est ce que EDM fait chaque année en louant des groupes pour suppléer. Et ce déficit chronique, il est de plus de 150 MW. Monsieur Diarra nous parle de 5 MW. Mais c'est plus de 150 MW qu'il faut combler. Et c'est avec les groupes qu'il faut le faire. Mais les groupes, il faut les louer avec de l'argent. Et le combustible, il est payé par EDM. Il faut de la trésorerie pour cela. Et EDM n'a pas cette trésorerie. Parce qu'elle vend à perte l'électricité, parce qu'il y a des problèmes chroniques de gestion et son mix énergétique n'est pas bon et ça lui coûte trop cher. Mais cette vente à perte n'est-elle pas due à la faible exploitation des énergies renouvelables notamment? Vous savez, il fut un temps où le mix énergétique était en faveur de l'hydroélectricité, les barrages. Et apparemment, actuellement, nous avons le barrage de Felou et de Gouina qui vont comme venir combler. Je pense que cette année et l'année prochaine, il y aura un léger mieux. Mais en attendant, il faut suppléer le déficit maintenant avec des groupes électrogènes. Et c'est cela qui coûte cher. Mais pour cela, et si vous savez, EDM avait fait des pertes d'environ 76 milliards l'année dernière et était endetté sérieusement au niveau du système bancaire à hauteur de 99 milliards. Dans ce cas, M. Makalo, où est-ce que va l'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui bouffent de l'argent ou qu'est-ce qui ne va pas? Mais les hydrocarbures, je me souviens qu'en 2014, je pense, EDM avait fait un chiffre d'affaires de 120 milliards, ils avaient mis 170 milliards dans les hydrocarbures. C'est intenable, ce n'est pas possible. Une compagnie comme ça ne peut pas prospérer, elle ne peut fonctionner à perte. C'est tout cela qu'il faut revoir. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut revenir à un audit technique pour vérifier les installations d'abord. Est-ce que nous avons les bonnes installations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, financier et comptable pour voir les coûts de production. Monsieur Diarra, pourquoi le soleil n'est pas suffisamment exploité au Mali? Encore un aspect donc de la décision politique, mais je voudrais juste apporter donc des éléments à M. Makalo tout à l'heure, c'est qu'il est temps parce que c'est pour cela qu'il faut que nous puissions, même en tant que décideurs, en tant qu'acteurs, essayer de regarder dans la même direction. Et ce qu'il est en train de dire, il parle des déficits. On est même dans les 300 mégas. Par exemple, si vous voyez le Forum Université de Mali, c'est moi qui étais l'expert énergie. Le déficit identifié est un minimum de 300 mégawatts. Mais là, on ne parle pas des déficits. Ce que je suis en train de dire, j'ai dit quand on parle des déficits de production, ça, c'est ce qui va demander énormément d'investissement. On va encore tomber dans ce qu'IDEM gagne, IDEM ne gagne pas, comment trouver l'argent, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, ces populations-là, en plus de leur souffrance, en plus des impacts économiques liés à ça, mais aussi il y a des dommages. Quand on coupe, c'est-à-dire que quand on coupe tout chez toi avec certaines zones, quand tu n'as pas de stabilisateur, tu as ta télé ou tu as d'autres équipements qui prennent un coup, ou lorsque ça vient souvent avec un niveau de tension
qui n'est vraiment pas admissible à ton appareil, mais ton appareil prend le feu, mais tu vas vers qui? Tu vas expliquer ça à qui? Ces dommages-là, on n'en parle pas. Donc ici, c'est que moi, je suis simplement en train de vouloir dire, je ne me mets pas dans la position de vouloir dire qu'est-ce qu'il faut effectivement soigner sur EDM, mais j'ai dit tout de suite, EDM et les acteurs, et en premier ressort, le département de l'énergie, qu'est-ce qu'il faut engager tout de suite là pour qu'il y ait un soulagement des populations, parce qu'il y a quelque chose de faisable en fait. Les gens n'ont pas une connaissance, si vous voulez, suffisamment soutenue de la notion de gestion de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. Je suis chez moi, je vais aller ouvrir tout de suite mon frigo. Souvent, je prends 30 secondes comme ça, et je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, ou je mets des produits dedans avec des emballages dont l'épaisseur est extrêmement importante, ou peut-être que le frigo n'est pas dans ça. Moi, mon seul frigo, regardez à ce niveau, moi, je contribue simplement à augmenter la consommation à mon niveau. Je peux avoir de l'argent pour payer, il n'y a pas de problème. Des milliers comme moi, si nous avons tous, parce qu'on n'a pas une meilleure connaissance de ça, mettez ces puissances-là ensemble. Vous voyez déjà, ça peut vous faire en fait une centrale de 2 mégas, 3 mégas. C'est l'exemple là que j'avais dit pour dire qu'en une semaine, vous pouvez vraiment, s'il y a une décision politique qui est là, avec des acteurs ensemble, vous pouvez en moins de mois, c'est-à-dire que récupérer au moins l'équivalent souvent de 10 à 15 mégas. Pourtant, en cherchant les investissements, vous mettez 2 ans ou 3 ans pour mobiliser les investissements pour réaliser les mêmes centrales. D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le Mali d'exploiter d'exploiter suffisamment les énergies renouvelables? Le Mali, encore une fois, j'ai dit, il y a la décision toujours politique derrière qui n'est pas suffisamment, si vous voulez, orientée et soutenue par rapport à cette question de l'énergie. Sinon, aujourd'hui, les énergies renouvelables, regardez notre mix. Quand on regarde dans les derniers chiffres, on n'est pas encore à plus de 17 mégawatts crête qui soient intégrés, nous, dans notre réseau. On n'est pas plus à ça. Si on ne compte pas, par exemple, Akio qui a démarré, on a dit 50, c'est ce qui est prévu, mais ça va aller donc progressivement. Si on ne compte pas Akio qui vient d'arriver, mais on a quel autre? Il a parlé des PPI, en fait, les pays, les producteurs indépendants de l'électricité. Mais il faut que notre cadre réglementaire, parce que derrière, il y a ce qu'on appelle les mémorandums d'entente, que ces gens, en fait, si vous voulez, des garanties que les investisseurs vont toujours pouvoir proposer à l'État malien pour effectivement soutenir le développement de ces pays, et notamment même au niveau des industriels et tout ça. Donc, je vais simplement dire, il faut qu'il y ait, et ça, c'est là, mais ce n'est pas suffisamment soutenu, une décision politique qui soutienne le développement ou la pénétration des énergies renouvelables et de la promotion de l'efficacité énergétique dans tous les pays. Et regardez, quand on parle en fait de la COP21, mais les 3 axes qui ont été retenus là-bas, il y a l'économie d'énergie qui fait partie de ces 3 axes-là. Mais imaginez-vous quelle action ici au Mali. Conférence mondiale sur les changements climatiques. Exactement. Aujourd'hui, certains estiment que ces changements climatiques sont également un blocage par rapport à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne les barrages. Et oui, les barrages, et même si vous voulez au niveau de la bioénergie, lorsque ça entache en fait les terres et si vous voulez d'autres ressources de la biodiversité, lorsque ça touche cela, ça va aussi entacher effectivement, si vous voulez donc la production diversifiée donc d'énergie. Mais oui, je pense que c'est pour cela que ça devient en fait une contrainte avec laquelle il faut conjuguer et aller plus vite. Et ça aussi c'est un aspect, c'est quoi? Nous, notre question, ce que nous faisons à l'intérieur, le bois énergie que nous consommons, mais est un facteur déterminant qui encourage en fait les impacts de ces changements climatiques ici chez nous. Parce que ça va toucher nos forêts, ça va encourager les sécheresses et tout ça. Et donc la conséquence derrière, c'est que les ressources disponibles au niveau local pour être transformées à la destruction des ressources disponibles. Alors, Monsieur Fofana, aujourd'hui, les gouvernants promettent de mettre en place des mesures, des actions pour développer les pays. Pourtant, tout ce qu'on est en train de dire tout de suite, ce qui est dénoncé, c'est un manque de décision politique. Alors, les gouvernants, qu'est-ce qu'ils font réellement pour que les populations puissent bénéficier d'électricité? Merci. Je crois que pour le moment, ils font des discours. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'agissent pas? Non. Ils ont parlé tout de suite d'énergie renouvelable. Le Mali a créé l'agence des énergies renouvelables. Dieu merci, ils viennent de signer tout de suite la loi d'exonération des équipements énergie renouvelable. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné à l'AER comme moyen? Rien. C'est ça le problème. C'est ça le paradoxe. Donc, ils ont créé des structures sans leur donner les mesures. On a une contrainte qui est là. Ça, c'est le soleil. Quand on ne parvient pas à transformer notre contrainte en défi, ça veut dire que nous sommes négatifs.
C'est ça. Tout ce qu'on va dire des techniques, il faut faire ceci, cela, non. Je crois que la volonté politique n'y est pas. C'est tout. Mais pourquoi il manque cette volonté politique? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas des mesures, ils n'ont pas des gens qui conseillent, ou est-ce qu'ils ne veulent pas? Bon, je crois qu'en grande partie, c'est parce que le Malien est accommodant. C'est-à-dire que c'est tout. Parce que nous nous laissons faire, on remet tout à Dieu, on a l'électricité, c'est parti, et Allah, ça vient, alhamdulillah, c'est tout. Sinon, nous, on saurait trouver qu'ils ont pris les mesures adéquates. C'est ça le problème. On a créé la Madère, zéro. On a créé l'AER. Ils chancellent, ils n'ont rien comme moyen. Même les bailleurs, même le Mali n'arrive pas à payer sa part de quote-part. Ceux qui viennent, ils disent, bon, les investissements, on va faire ça. Le Mali tel paye 5%, 10%. Non, il ne paye jamais. Ça veut dire que ce n'est même pas le problème de nos gouvernants. C'est ça. C'est pourquoi, quand on parle de volonté politique, ce sont les deux problèmes-là. La gestion, la volonté politique. C'est tout. Et la gestion, comme ce n'est pas propre à l'EDM seulement. Non. Même dans nos familles, c'est comme ça. Donc, la gestion, la volonté politique. C'est ça. C'est pourquoi il y a eu la Madère. On paye le courant à 500 francs. Il a dit que le prix de l'EDM, à la Madère, on paye le courant à 500 francs. Mais ça n'a pas permis à la Madère de bouger, non. On est venu à l'AER, on a promis 50 kW par-ci, 50. Mais tout ça, là, tant que l'État ne le veut pas, on n'ira nulle part. C'est ça. Comment expliquer ce manque de volonté politique? Elle est due à quoi, au fait? Est-ce que c'est seulement la volonté politique? Parce que la volonté, c'est vrai. Gringor disait que la volonté trouve les moyens et les opportunités. Mais moi, la question que je me pose quand même, c'est que nous avons une politique énergétique, nous avons une stratégie dans ce domaine, même y compris pour les énergies renouvelables, une stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables. Mais est-ce que c'est inséré dans la stratégie nationale de développement? C'est important. Parce que quand vous ne planifiez pas, vous improvisez. Et ce secteur, la croissance du pays, vous savez, depuis 1994, le Mali croît à 5% en termes réels d'économie du Mali, c'est-à-dire le produit intérieur brut croît de 5% depuis 1994, 5%. Mais cela doit s'accompagner d'une hausse graduelle de la production énergétique, pas seulement de l'électricité. Et cette stratégie, nous avons eu des plans de développement, mais ce n'est pas la stratégie ou la politique de développement n'est pas insérée dans cette stratégie. Donc il y a des disconnects. Et chaque fois que vous changez de gouvernement, que vous venez avec un ministre, il vient avec son équipe, etc. On reprend parce que le cap n'est pas fixé par rapport à la vision de la personne qui a été élue sur les 5 ans. Donc on reprend à zéro. Ça, c'est un problème majeur sur lequel il va falloir plancher sérieusement pour avancer dans ce domaine de l'énergie. Et vous savez, en 1973, quelque chose de très important s'est produit ici à Bamako, c'est la création de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEAO. Et vous savez, dans le cadre de la spécialisation des États de la CEAO, il y a le Centre régional d'énergie solaire qui a été implanté à Bamako. On a toute cette expérience qu'on a accumulée. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Justement. Et certains pensent aujourd'hui que les consommateurs doivent se tourner vers les panneaux solaires. Oui, mais c'est ça aussi le problème, parce que pour que ça ne soit pas un effet de mode, les consommateurs doivent se tourner vers ça, mais il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui puisse permettre que lorsque les populations retournent vers ça, ça puisse les servir à quelque chose. Ce cadre réglementaire peut toucher à plusieurs choses, mais juste je vous donne quelques éléments. 2. La qualité en fait de ces équipements, on sait que les coûts globalement sont en train de baisser et avec effectivement en fait l'exo qui est en train d'être renouvelé encore sur les équipements. Encore que sur cet exo, je vous informe qu'une évaluation est toujours nécessaire, mais ça n'a jamais été le cas parce qu'il y a beaucoup de choses. Il nous reste plus. Donc voilà, simplement ce que je voulais dire, ces deux éléments sont importants. Voilà, sont extrêmement importants. En tant que consommateur, quel appel avez-vous à lancer aux autorités maliennes pour que l'accès à l'électricité puisse être une réalité pour chaque Malien? Je crois que c'est aussi simple que ça.
que nos gouvernants prennent au sérieux le problème de l'électricité. Un point. Les coûts des équipements solaires ont baissé de 70% ces 10 dernières années. D'accord. Merci à nos invités, Modibo Maoumakalou, économiste, Bagui Diarra, expert en énergie renouvelable et efficacité énergétique, et Makan Fofana de l'Association des consommateurs du Mali. Le thème de ce grand dialogue était énergie au Mali. Comment faire face aux multiples délestages? À la régie vidéo et audio, il y avait Nouhoum Djiré et Peting Diarra. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.